Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Donc là, tu recrutes, tu as recruté en fait des profils comptables plus pour peut-être t'émanciper de tous ces sujets-là et pouvoir travailler à la fois sur les deux structures. Donc si tu peux peut-être... Alors j'ai deux structures aujourd'hui, une qui s'appelle Trevis Advisory, qui est cabinet d'expertise comptable et de conseil, qui loge des missions à la fois d'expertise comptable traditionnelle, mais également des missions à forte valeur ajoutée qui vont de la gestion de projet, donc chef de projet de toutes sortes, organisationnel, informatique, mais également tout ce qui est transactions services. Voilà. Fusion, acquisition, on peut appeler ça comme ça, avec la valorisation de société, la négociation, l'audit interne de société avant le rachat, la mise en place de data room, etc., etc. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, sur Trevis, moi, les profils que j'ai, c'est compta, mais uniquement compta, et chef de projet business intelligence, uniquement chef de projet business intelligence. Parce que je n'ai pas aujourd'hui trouvé le collaborateur ou les collaborateurs qui aient cette double casquette. Véritablement. Il y en a beaucoup qui le disent, et quand ils sont face à moi et que je les challenge, je les mettrai plus en contact qu'en business intelligence. Voilà, parce que quand vous êtes sur la chefferie de projet en business intelligence, il faut vraiment être expert pour comprendre les sujets. Parce que c'est des sujets structurants et on peut planter un projet si on n'a pas les bons outils, les bonnes compétences. Donc ça c'est pour Trevis. Et maintenant Well & Wiz qui est né maintenant il y a plus de 18 mois. Je me suis associé avec d'autres acteurs. On est 5 associés sur la société. Et on preste uniquement sur des solutions de data, business intelligence, que ce soit sur de la finance, sur de la RH, sur du marketing, sur la gestion de projets informatiques au sens large du terme. Et on a un vivier en fait de développeurs qui permettent de faire le pont, et c'est un peu ma base arrière quand je preste pour Trevis, où je propose à mes clients par exemple des missions de Power BI, des missions de data. Dès lors que je vois des faiblesses dans l'infrastructure des données, je commande des prestations chez Well & Wiz, qui est ma base arrière informatique, pour me faire monter dans mes équipes projets des compétences de développement. Voilà. De ce que je comprends, en fait, chez Trevis, tu ne recrutes pas de personnes qui a la double casquette compta et Power BI. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, mais c'est parce que tu ne trouves pas. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont potentiellement cette casquette pour l'instant comptable et qui souhaiteraient se spécialiser en data visualisation, par exemple, en Power BI, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Est-ce que peut-être qu'il faut, si on est en stage deck, faire une année dans un cabinet de conseil qui est spécialisé là-dedans, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais ? Est-ce qu'il y a des formations qui existent ? Alors oui, des formations, oui, il y en a plein qui existent. Après, des formations pertinentes, il y en a très peu. Très peu finalement, parce que les programmes qui sont aujourd'hui sur le marché, c'est une semaine, 2-3 jours par mois, et vous êtes data analyst. Non, ce n'est pas ça. En revanche, vous avez des certifications, notamment de Microsoft, je crois qu'elle s'appelle encore aujourd'hui, parce que ça change tous les ans, DA100, vous allez voir sur Internet, qui vous permet d'avoir les rudiments de la data analyse à travers les outils de Microsoft, qui sont aujourd'hui pour moi les outils les plus robustes sur le sujet, et qui ont un écosystème assez fabuleux et large. Donc oui, allez vous former, n'attendez pas à ce qu'il y ait un établissement scolaire vous fasse à votre place, ce n'est pas possible. En revanche, allez directement taper auprès de certificateurs qui vous délivrent un programme avec des partenaires qui vont vous former au programme pour passer le certificat. Ça, c'est intéressant. Et surtout, allez sur Internet. Apprenez sur Internet. Tout est sur Internet. Moi, je me suis formé sur Internet et ensuite, j'ai couplé ça avec des formations certifiantes ou des formations perso en achetant des bouquins. Vous avez des fabuleux livres de l'édition ENI qui vous apprend le sujet sur Power BI, la data analyse,
etc. etc. Et c'est important de aussi comprendre que soi-même on peut réussir. Donc il ne faut pas attendre d'un prof ou d'un établissement scolaire d'apprendre les rudiments, quelque chose qu'on a envie d'acquérir. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, peu importe le sujet sur lequel vous voulez vous former, que ce soit la data ou un autre sujet, par exemple, si je parle à titre personnel, c'est plus sur tout ce qui est marketing. En fait, on peut se former à énormément de choses sur Internet et gratuitement en plus. Donc, il ne faut pas hésiter à se former par nous-mêmes. Alors oui, ça prend du temps, c'est un investissement, mais si vous voulez apprendre des nouvelles choses, c'est presque indispensable. Maintenant, et on a la chance justement d'avoir toutes ces informations à disposition. Toi d'ailleurs, je crois que tu avais passé un diplôme ou une certification de Scrum Master. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? En quoi ça a été pertinent après dans ton... Alors le Scrum Master, ça vient du monde agile, de la gestion de projet. Ça vous permet d'apprendre les rudiments de certaines méthodes agiles qui travaillent par itération. Quand on dit itération, c'est des boucles de traitement, de process qu'on va faire évoluer à chaque fin de cycle. Par exemple, quand vous êtes sur une gestion de projet, vous allez concevoir une fonctionnalité de votre outil comptable ou de votre outil de production de gestion, et vous allez finalement compartimenter votre projet en lots, et ces lots vont être suivis par ce qu'on appelle des itérations. Et donc on va faire des sprints. Je parle un peu avec des langages spécifiques, mais l'idée, en fait, si on veut retenir une idée essentielle, c'est des méthodes qui vont nous permettre de concevoir ou d'assister des équipes projet pour réaliser un outil ou un changement de processus par des mécanismes d'itération. Voilà. On va découper le projet en lots et on va faire des mini-projets pour aller jusqu'au bout de la feuille de route qu'on appelle une roadmap. Voilà. Donc oui, ça apprend des rudiments, ça apprend des langages, ça apprend du vocabulaire, on apprend des outils, on apprend à délivrer, on apprend à manager. Donc oui, c'est important, et c'est pour ça, encore une fois, je pense qu'il faut aller plutôt sur des certificats plutôt que sur des diplômes. Une fois qu'on a un CCA ou un DEC, il vaut mieux aller sur des certificats qui sont plutôt métiers que sur des diplômes plutôt théoriques. Je pense que cette certification te permet aussi de faire le pont avec ta boîte de conseil qui est spécialisée dans la data, parce que vous parlez le même langage finalement. Et de ce que j'ai pu comprendre, en fait, toi, tu t'entoures pas mal de partenaires, même si tu entreprends seul, dans Trévis en tout cas. Tu es entouré donc, de la boîte data, entre autres. Là, je suis dans tes locaux que tu m'as fait visiter, donc tu as aussi des avocats. C'est important pour toi d'être entouré de spécialistes, parce que tu sais, on a un peu la vision de dire non, l'expert comptable il est généraliste et on est fier de cette casquette, donc ça peut correspondre à certaines personnes, mais toi, quel est ton avis justement sur les spécialités ? Est-ce que pour toi je sais pas, est-ce que c'est l'avenir, les spécialités ? L'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas mon avenir, oui. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait rien faire. Bon, si, quand même, pas mal de choses, mais je dis que je sais rien faire et je sais bien m'entourer. Typiquement, effectivement, tu as visité les locaux et tu m'as à juste titre me dit, mais ils ne sont pas des experts comptables. Et effectivement, c'est pas des experts comptables, c'est des avocats que j'ai dans mes locaux avec moi, car aujourd'hui, je suis persuadé qu'on a besoin de créer un écosystème, à la fois juridique, comptable, fiscal, etc., mais également informatique, si on veut délivrer à un client un package avec une adresse, avec un même interlocuteur qui va permettre de l'assister dans toutes ces problématiques d'entreprise, le chef d'entreprise. Voilà, pourquoi j'ai fait ce métier, et je vais vous donner en fait ma vision du métier, c'est le mot-clé, la phrase clé qu'on a toujours dit, l'expert comptable est le bras droit, le conseiller du chef d'entreprise. À partir du moment où on a compris ça et qu'on intègre cette phrase, cette vision, il m'a paru évident de coupler d'autres compétences que comptables, et donc forcément du juridique avec des avocats qui en font leur métier, qui ne sont pas du tout sur les mêmes terrains de jeu que moi, mais qui vont m'enrichir. Ils vont augmenter les prestations que je propose, et l'aspect informatique qui va également faire la même chose, augmenter les prestations que je propose. Donc je m'entoure de gens. Aujourd'hui, je ne suis pas la personne qui va tout faire, au contraire, mes clients le savent. S'ils viennent me voir, c'est parce que dans mon écosystème, j'ai à la fois une brique informatique, une brique juridique, une brique comptable. Et je sais que tu t'entoures aussi de personnes en indépendant qui ont le DEC,
c'est important pour toi d'avoir l'étiquette expert comptable, même sur ces sujets-là qui sont plus de la gestion de projet, de la data? Oui, à mon grand regret, j'ai du mal à recruter des profils qui sont diplômés parce que c'est des profils qui en général ont envie de la liberté. Et donc, le deal que je passe avec eux, c'est de les recruter, entre guillemets, en tant que freelance. Et donc, je les porte et je leur apporte une mission pour qu'ils puissent prester pour mes clients. Et effectivement, mon modèle aujourd'hui hybride, c'est un peu à regret, hein, parce que j'aurais aimé créer une équipe de sachants, diplômés au sein de Trévis. Le marché veut qu'aujourd'hui, les gens talentueux sont en général en freelance. On le voit dans le secteur informatique et aussi ça vient de plus en plus dans le secteur de l'expertise comptable. Et donc, c'est des profils qui sont durs à capter. Et donc, du coup, je leur propose un deal d'être en portage chez moi pour mes clients. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que les clients savent pourquoi ils viennent chez toi, donc, parce que tu es spécialisé. Est-ce que pour toi, c'est une volonté d'avoir beaucoup de clients ou est-ce que tu préfères peut-être avoir moins de clients mais peut-être apporter plus de valeur ajoutée et facturer plus? Quelle est ta vision par rapport à ça? Alors, ma vision, elle est très simple. Dès le départ, je n'ai pas voulu prendre tous les dossiers qui me venaient, toutes les sollicitations. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pour vocation d'avoir ma tour à la défense. Moi, ce que je veux, c'est être proche de mes clients, d'avoir plutôt une image de qualité que d'une quantité de delivery. Donc moi, on est vraiment sur un écosystème très intimiste, très familial. Tout à l'heure, je te présenterai un peu plus les équipes. Tu verras, on est vraiment dans un sentiment de famille, plus que dans un ressenti de grands groupes ou d'acteurs traditionnels. Parce que c'est pas mon profil, c'est pas ma volonté. Moi, ce que je veux, c'est de me reposer vers des gens qui ont des têtes bien faites pour pouvoir, moi, après, passer du temps sur d'autres challenges. Tout à l'heure, on ira sur le challenge qui m'apporte aujourd'hui, c'est le secteur africain, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, aujourd'hui, je suis plutôt dans une voie, je veux construire une petite équipe de qualité, stable, efficace, et qui est un gage de qualité pour le marché de l'expertise comptable sur le secteur notamment de la data. Et aujourd'hui, tu as des gros clients, voire des très gros clients, ce qu'on peut appeler des grands comptes, donc par exemple des banques ou des médias. Comment une structure qui est, on va dire, aussi petite, sans que ça soit péjoratif, puisque je ne sais plus combien tu as de salariés. On est très peu, on est moins de 5. Donc on va dire que vous êtes moins de 10, environ 5. Comment tu peux arriver à toucher des aussi grosses entreprises en fait? Le travail et le réseau. Mais si vous avez le réseau et que vous n'avez pas le travail, vous ne pourrez pas percer. En revanche, si vous avez du travail, beaucoup de travail et du réseau, ça match. Donc oui, il faut... Alors oui, effectivement, nous, on a un portefeuille qui est composé principalement de grands comptes, soit de grosses PME, à plusieurs millions de chiffres d'affaires, en France ou à l'international, ou de gros acteurs dans la banque, un peu dans l'assurance et dans les fintechs, mais également dans les médias, et à juste titre, tu l'as évoqué, parce qu'on est reconnu sur des thématiques d'orga, de structuration de la fonction finance, d'apporter une nouvelle vision avec le recul qu'on a aujourd'hui et la légitimité qu'on a, parce que je ne suis pas que expert comptable, j'ai d'autres cordes à mon arc qui me permettent aujourd'hui de compléter mes dispositifs chez les clients avec de l'informatique, du juridique et même de la compta ou de la chiffre de projet. Donc finalement, les clients m'aiment bien parce que peut-être que à chaque fois je leur dis la même chose, à chaque client je leur dis la même chose, je leur dis je joue ma tête à chaque fois que je presse pour un gros client. Parce que le jour où je foire une mission, je sors du circuit et tout se sait. Dans un milieu très petit. Donc c'est un peu ça aussi, c'est un peu un challenge que je me fais et puis ils l'ont bien ressenti. Et je pense que l'honnêteté que je fais à chaque fois dans mes prestats avec eux attire la sympathie de ces acteurs et comprennent en moi que je délivre de la qualité, en tout cas je l'espère. Et je pense que c'est aussi la spécialisation qui fait ça, parce qu'on imagine mal une banque, par exemple, que tout le monde connaît, contacter un expert comptable généraliste pour des missions d'assistance au DAF, par exemple. C'est impossible. C'est très dur parce qu'effectivement, il y a un vocabulaire qu'on n'a pas, il y a des codes, et vous le verrez, hein, si vous allez dans un cabinet de conseil classique qui fait que du conseil, ils ne ressemblent pas à des experts comptables. Ils ont des codes,
même vestimentaire, même avec leur vocabulaire. Et tout ça, si vous n'êtes pas passé par des écoles, notamment les expériences que j'ai eues en consulting, vous ne pourrez pas l'apprendre sur le terrain, c'est impossible. Impossible. D'ailleurs, tout le monde se connaît sur le milieu, pratiquement tout le monde à la longue. Et c'est des codes à acquérir. C'est des codes à acquérir comme les codes en expertise comptable. Parce que vous parlez à un boulanger pas de la même façon qu'à un CFO d'un grand groupe. Voilà, tout simplement. Après, il faut avoir cette faculté de jongler entre ces deux mondes qui cohabitent mais qui ne se parlent pas. Un CFO d'une banque ne va pas parler avec un directeur d'une boulangerie. Alors peut-être qu'il va parler avec une boulangerie, avec une chaîne de restaurants, etc., mais pas avec le boulanger du coin. Et donc chez Trévis, tu as aussi une partie Transaction Service, que j'ai ouvert récemment, parce que dans mon réseau, j'ai également des acteurs qui achètent et vendent des sociétés qui avaient besoin d'un accompagnement sur la phase de ciblage d'entreprise, d'analyse avec les valorisations et de négociation. Et de par mes relations fortes de proximité avec les avocats qui sont dans les locaux, on a créé une offre de service Transaction Services qui nous permet aujourd'hui de répondre à 360 degrés sur les besoins de ces gens-là qui ont besoin de vendre ou d'acheter leur société, ou des actifs. Et notamment sur ce sujet-là, tu interviens pas mal avec des acteurs africains. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé justement à peut-être on va dire à faire du business avec l'Afrique, parce que c'est pas forcément la volonté de tout le monde, et peut-être est-ce qu'il y a pareil des codes à avoir, est-ce qu'il y a une façon de faire du business qui est différente? Alors oui, en fait, c'est encore une fois, c'est le réseau, c'est les rencontres dans la vie qui font que c'est un continent qui m'intéresse à titre perso et à titre pro. Ça fait très 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 longtemps que j'ai à cœur d'aller sur ce terrain-là, parce que déjà à l'époque on avait fait des appels du pied dans certaines régions africaines pour gérer des activités d'amis proches qui ont plusieurs sociétés là-bas sur place, qui avaient besoin d'un pilote d'AF pour gérer les affaires. Alors à l'époque, non, j'y suis pas allé, mais je me suis toujours promis d'y retourner un jour sur le terrain côté professionnel. Alors j'ai passé beaucoup de temps en vacances dans des régions et j'ai adoré la culture, j'ai adoré les choses qui sont à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, ils ont déjà beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que je peux, à mon petit niveau, apporter quelque chose. Et donc de ces rencontres, de ces amitiés que j'ai tissées avec certaines personnes, des dirigeants locaux, j'ai proposé mes services et finalement on commence à me consommer pas mal de travaux avec mes équipes sur le sujet. Et notamment on a fait rentrer dernièrement une avocate spécialisée en droit au HADA, qui est le droit d'une certaine région d'Afrique, quasiment toutes, qui nous permettent de compléter ce dispositif comptable stratégique avec un dispositif juridique qui maîtrise les codes et les usages locaux. Donc c'est des rencontres et c'est une culture complètement différente. Les chefs d'entreprise n'ont pas la même mentalité que les chefs d'entreprise en France. Un chef d'entreprise africain, il va vouloir être rassuré, il va vouloir tout comprendre, il va vouloir tout décortiquer, il va vouloir apprendre. Et finalement, ce qu'on ne voit pas avec des acteurs en France, quand vous faites de la valorisation, en général, un acteur vous dit « Ok, je vous fais confiance, c'est bien, il vous challenge pas trop. » En revanche, dans les pays africains, eux, ils veulent tout savoir, tout comprendre. Et ça, c'est intéressant parce que moi, ça me challenge. Et j'aime bien être challengé, et ça me permet aussi de transférer un peu de connaissances pour expliquer et finalement pas faire des travaux tout bêtes, mais aussi de restituer avec un delivery de compétences derrière. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc voilà mon prochain chantier dans les années à venir que je vais ouvrir. Et tant qu'on est sur le volet international, j'ai remarqué que ton profil LinkedIn était écrit totalement en anglais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette langue? Est-ce que pour toi c'est important dans nos métiers de maîtriser l'anglais, puisque c'est un peu une matière qui est délaissée souvent par les étudiants, et si on veut justement s'améliorer en anglais, comment on peut faire? Est-ce qu'il faut faire des échanges dans les pays? Comment tu t'es formé toi à l'anglais? Alors je vais rassurer tout le monde, j'étais nul en anglais, vraiment nul. Vraiment nul, c'est quelque chose qui m'intéressait. Tu peux donner des exemples de notes que tu avais? J'avais 4, 5. Le TOEFL, je l'ai passé 10 fois, je crois.
pour avoir la note qu'il fallait de 750 à l'époque pour pouvoir avoir le diplôme de master CCR ou 850, je ne sais plus. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec le travail, on comble des lacunes et on avance. Donc j'étais pas convaincu de la langue anglaise, j'étais encore persuadé à l'époque qu'avec les traducteurs sur Google, on pouvait s'en sortir, etc. Mais en fait, c'est pas le cas. Et puis encore une fois, c'était les profs qui m'avaient un peu cassé sur ces secteurs du langage et qui m'avaient un peu frustré. Du coup, je n'osais pas apprendre davantage sur cette thématique. Bref, et dans mon parcours professionnel, j'ai eu beaucoup de portes qui ont été fermées parce que je n'étais pas bilingue en anglais ou parce que j'avais pas d'excellentes notes en anglais, notamment dans les stages. Et de cette frustration, j'en ai créé un challenge et je me suis dit qu'il fallait que j'ai quand même m'améliorer, il fallait vraiment que je m'améliore en anglais. Et donc pour ça, j'ai fait des échanges en Angleterre, à Manchester notamment, où j'ai passé des mois et des mois dans des familles d'accueil pour apprendre à la fois en université, parce que j'étais greffé à une université en journée et le soir dans une famille d'accueil, pour apprendre l'anglais, me dérouiller, ne pas avoir une réflexion sur l'accent n'est pas bon, comme vous pouvez le voir en cours en France. Bref, de me libérer de cette frustration que j'avais. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai eu des premières expériences professionnelles, notamment en banque, parce que beaucoup de banques ont des services exportés internationaux, donc du coup, il fallait échanger en anglais. Donc encore une fois, il fallait que je m'améliore. J'ai toujours pris des cours que je finançais moi-même pour m'améliorer en anglais tout au long de mon parcours. Et au final, ça vient, c'est juste de l'apprentissage comme le vélo. Et aujourd'hui, ça me permet de parler anglais avec mes clients, d'aller même chercher des startups à l'international aux États-Unis que j'accompagne aussi. Et donc, voilà, d'une frustration, vous allez pouvoir vous connaître et combler les lacunes par le travail. Il n'y a que ça qui compte. Et comment tu te formes justement à des normes différentes en fonction des pays, puisque tu me dis que tu as des clients en Afrique, tu as des clients aux États-Unis, donc c'est pas forcément les mêmes normes, que ce soit comptable ou fiscale dans les autres pays. Après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu es expert comptable, en fait, on te demande pas de tout connaître parce que c'est impossible, mais on te demande de savoir chercher l'information et de pouvoir te former. Donc toi, comment tu fais justement pour te former aux normes des autres pays? Ce qui est fabuleux dans notre métier, c'est effectivement cette phrase. On ne vous apprend pas à être des bons techniciens. On vous apprend à chercher des solutions pour acquérir ces techniques. Et bizarrement, une des épreuves du DEC, on vous propose de venir avec tous les ouvrages que vous voulez. Pour autant, vous allez être attaqué sur un ou deux sujets. Donc c'est ça, notre faculté, en tant que diplômé d'exercice comptable, c'est d'aller chercher l'info, ou, quand on ne le sait pas, pour mon cas, c'est d'aller prendre les bonnes compétences à droite, à gauche. Juridique avec des avocats spécialisés, des confrères experts comptables que j'ai, moi, en background, en back-office dans les pays africains qui permettent d'avoir le relais sur le terrain, etc., puisqu'il y a des codes encore que je ne maîtrise pas totalement dans ces régions-là, et auquel cas il faut délivrer en tout cas la responsabilité, en tout cas le chantier à un acteur partenaire sur le terrain. Donc savoir s'entourer ou combler ses compétences, enfin ses lacunes par l'apprentissage et le travail, c'est les deux ingrédients du succès, je pense. On a évoqué ton rôle en tant qu'expert comptable, mais tu n'es pas seulement expert comptable, tu as aussi un rôle notamment auprès de l'ordre, si je ne me trompe pas, tu es membre de la commission innovation. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste et ce que tu fais là-bas? Alors, de par mes nombreuses initiatives informatiques, etc., et aussi mon souhait de donner du temps au métier et aux étudiants, à l'époque j'étais à l'annexe, vice-président, etc., et j'ai toujours aimé donner du temps pour les autres. Et de fil en aiguille, donc j'ai voulu donner du temps aux experts comptables et aux commissaires aux comptes, et donc j'ai intégré effectivement cette fameuse commission innovation maintenant depuis quelques années. On a créé, j'ai participé à l'initiative de la création du Lab 50, il y a notamment Cyril de Villard. Là, on a créé dernièrement le club innovation pour aller plutôt sur la partie pratico-pratique et réseau, qui est une notion qui me tient à cœur, vous le savez maintenant. Et donc du coup, oui, je donne du temps, je délivre des compétences, je délivre des connaissances, je donne des astuces pour que les gens aillent sur des terrains qui m'intéressent, notamment l'informatique. Donc oui, c'est du temps, mais moi ça m'enrichit humainement, je rencontre des gens fabuleux, j'ai fait pas mal de rencontres, j'ai même fait des rencontres qui aujourd'hui font partie de mon écosystème d'entreprise, puisque j'ai acheté des sociétés, en tout cas une société avec des gens que j'ai rencontrés dans ces commissions,
Donc ça permet aussi de créer aussi un réseau, de nourrir et de se nourrir aussi d'autres profils. Il y a des gens qui sont experts en patrimoine, qui sont experts en fiscalité, etc. Et d'étendre en fait son écosystème. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le Lab 50 ? Oui, alors le Lab 50, c'est l'observatoire de la profession du chiffre. Aujourd'hui, elle a été élargie à la profession du commissariat aux comptes également. Et c'est le terrain de jeu où on va identifier des initiatives à l'étranger, les analyser, préconiser et même délivrer quelques outils. Je crois que prochainement, il y a un outil Power BI qui va sortir. Voilà. Donc ça, c'est la partie sensibilisation. Et derrière, il fallait la partie pratico-pratique et réseau, et c'est pour ça qu'on a créé le pendant Club Innovation, au même titre que Club DAF, que vous connaissez peut-être, qui va permettre aux acteurs du chiffre de se rencontrer, d'échanger avec des acteurs éditeurs de logiciels ou cabinets de conseil pour leur faire prendre conscience que l'innovation n'est pas une innovation que technologique, on a une innovation entrepreneuriale, une innovation outil managériale, humain, sociétal, etc. D'ailleurs, je crois que le Lab 50 récompense chaque année les meilleures mémoires dans l'innovation. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est seulement les mémoires des experts comptables parisiens ou est-ce que c'est national ? Bonne question. Je crois que exclusivement parisien, même si je crois que j'ai vu passer quelques dossiers de gens de province. Mais je ne pourrais pas vous répondre avec précision sur cette question. Mais je sais qu'il y a des interactions avec la province. Oui. J'ai vu que tu étais aussi mentor chez Vesper. Oui, alors du Club Innovation, on a cet incubateur qui s'appelle INEST. Et pour la 3e promotion, on m'a demandé d'être mentor d'un incubé qui s'appelle Vesper, qui est une solution qui va, à mon avis, proposer, en tout cas qui propose déjà, mais qui va proposer une autre facette des outils informatiques au sein des cabinets, à savoir un outil, un dashboard de pilotage pour les cabinets, à la fois de management, à la fois de deadline, à la fois de planning, à la fois de rentabilité du cabinet, bref, tout ce qu'on faisait sous Excel. Aujourd'hui, Vesper va le proposer sous un mode SaaS, un outil informatique qui sera, on va dire, le compagnon de l'expert comptable pour gérer son business correctement et surtout d'avoir une visibilité sur ce qui se passe. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un incubateur et l'INEST ? Parce qu'en fait, moi je connais un peu parce que j'ai eu un portefeuille de start-up, notamment en compta, donc je connais un peu l'écosystème start-up. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est un incubateur ? Alors un incubateur, c'est j'appelle ça une maison. Une maison où des porteurs de projets, qui soient plus ou moins jeunes, vont proposer un projet et vont solliciter donc, cette maison, incubateur, pour les aider, les accompagner, soit en leur faisant rencontrer des experts dans les domaines, soit pour leur donner des outils internes pour les aider à avancer sereinement, tranquillement. Des outils notamment sur la recherche de financement, parce que quand vous montez un process, un concept, il vous faut de l'argent pour aller jusqu'au bout de la démarche. Il vous faut des gens qui vont vous aider à ouvrir des portes, etc. etc. Et moi, c'est mon rôle dans cet incubateur qui est détenu qui est une initiative de l'Ordre des experts comptables de Paris et d'Île-de-France, qui s'appelle INEST, incubateur INEST, qui va incuber quelques dossiers, quelques concepts, quelques solutions qui ont été sélectionnés sur le marché et que nous allons accompagner pour développer sereinement leur business, comprendre le marché de l'expertise comptable et pouvoir à terme, une fois qu'ils sont sortis du programme de l'incubateur au bout de 8 mois ou 1 an, vont pouvoir voler de leurs propres ailes pour aller conquérir un marché. Donc c'est un peu la base arrière des licornes ou la base arrière des startups qui sont autonomes financièrement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton métier que tu n'aimes pas ? La compta. Je déteste ça. Non, vraiment. Bête et méchamment, saisir bête et méchamment, c'est quelque chose qui me répugne. Quand je suis contraint de le faire sur des dossiers que je reprends où la compta a été faite en interne par des gens qui n'étaient pas experts comptables, mais des simples salariés d'entreprise qui avaient loupé certaines choses, moi ça m'embête un peu parce qu'il faut que je retravaille tout à la mano parfois et ça me fait perdre du temps et je trouve que j'apporte pas forcément de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, sur les dossiers d'expertise que j'ai, pratiquement tout est automatisé avec des rustines que j'ai pu développer avec mon cabinet
l'agence informatique et des outils classiques, qui font que quand je fais de la saisie, ça m'embête. J'en fais très peu, mais ça m'embête. Et ça embête aussi les collaborateurs qui sont avec moi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Conseiller, écouter, entretenir des relations avec les clients, apprendre de leur business. Ce que j'adore, c'est d'aller les voir sur le terrain. Là, typiquement, j'ai un client que j'ai fait rentrer il y a quelques temps sur le jeu vidéo. Je ne suis pas un grand fanat des jeux vidéo, mais j'ai décidé de passer une journée avec eux pour comprendre leur métier. C'est le meilleur moyen d'identifier des sources potentielles de missions futures de conseil. Passer du temps, écouter, récupérer des informations autres que comptables et financières. Et comprendre aussi. Comprendre le business. C'est ça, comprendre l'objet de l'entreprise, parce que comment conseiller si tu ne sais pas quelles sont leurs problématiques en interne, c'est impossible. Exactement, vous savez, quand vous recevez des chiffres, des exports de fichiers financiers, on ne décèle pas forcément les contraintes internes, managériales, RH, stratégiques, etc., etc. Donc il faut forcément être à proximité des clients pour comprendre tout ça. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire à fond perdu parce que ça coûte de l'argent, le temps, mais de le faire intelligemment et peut-être d'inclure dans sa prestation d'expertise comptable un moment facturé, inclus dans le prix, où vous serez avec eux pour comprendre leur business. Et je pense que les clients en ont conscience et en ont besoin. Est-ce que tu es fier de ton parcours? Fier, moi je suis content de ce que j'ai réalisé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas pour vocation à dire que je suis le meilleur, mais je suis content parce que j'ai rempli les objectifs que je m'atteins. En fait, il faut savoir que j'ai un petit tableau de bord interne sur un petit bout de papier à chaque fin d'année, le 24 décembre. Je mets sur une page 3 résolutions que j'aimerais tenir. Et j'essaye de les tenir. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment? Non, parce que même les échecs que j'ai pu avoir, j'en ai eu, m'ont permis de grandir. Donc non, aucun regret, au contraire. Si on passe un peu sur ta vie perso, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille de 2 ans. Donc concilier vie perso et vie pro, c'est pas forcément facile, mais on s'organise, on s'entoure. On s'organise et on s'entoure. Et donc j'ai une petite fille là qui a 2 ans, effectivement, qui a besoin de son papa à la maison. Donc le soir, j'essaye de rentrer pas trop tard, j'essaye d'être là pour 18h30, 19h. Mes locaux sont juste à côté de chez moi, donc ça permet aussi de m'y rendre à pied s'il y a des besoins urgents. Et puis le week-end, j'ai décidé depuis peu de couper mon téléphone portable pour me consacrer à la famille. Est-ce que ça a changé quelque chose, du coup, le fait que tu deviennes père dans ton équilibre vie pro-vie perso? Oui, beaucoup de choses en bien. En bien, ça m'a permis de m'organiser. M'organiser depuis que je suis papa. Mon temps est compté. Mon organisation est très bien ficelée. En tout cas, je suis obligé de le faire. Parce que quand on est papa, on a des responsabilités encore plus fortes que quand on est chef d'entreprise. Et que moi, ça m'a permis de m'organiser et d'accélérer, en fait. Et de m'entourer. Et de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Et qu'il faut savoir s'entourer pour avancer dans les objectifs qu'on s'est fixés. Savoir déléguer aussi, c'est ce qu'on voit beaucoup, que ce soit dans nos clients ou si on parle de nous, des experts comptables, qu'à un moment, il faut savoir déléguer si on veut avancer, parce que sinon, on stagne, voire on peut même couler une boîte parce que le dirigeant n'a pas voulu ou n'a pas réussi à déléguer certaines tâches. Donc c'est super important d'avoir aussi de prendre en compte en fait cet aspect qui est important aussi. Effectivement, déléguer, c'est le mot-clé. J'ai appris tardivement à le faire. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler. Et en fait, à un moment donné, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tout faire. Et surtout, les ambitions que j'ai, moi, personnellement, que je me suis fixées, me font que je suis obligé de déléguer à des bonnes personnes. Mais les bonnes personnes sont dures à trouver. Et justement, tu dis que tu as des ambitions. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes projets, alors sans peut-être trop aller dans le détail comme tu veux, mais nous dire un peu vers quelle voie tu t'engages? Je m'engage sur une entité, ou en tout cas une marque qui permettrait d'avoir une full service à mes clients. Donc forcément, pluridisciplinarité de métier. Là, à court terme, je vais essayer de structurer Trévis en mettant de bonnes têtes seniors sur des tâches à ma place, notamment tout ce qui est direction de la partie du pôle expertise comptable. Donc je recherche, je lance un appel. S'il y a des étudiants ou des gens qui sont en phase de diplôme du DEC ou de DSCG qui veulent avoir la chance d'avoir des responsabilités à court terme, n'hésitez pas.
Quand tu dis senior, pour toi, c'est en année d'expérience. Comment tu définis Le mot senior, c'est en année d'expérience, ouais. Et ça correspond à combien d'années pour toi? Pour moi, tout dépend du parcours de la personne, tout dépend de la philosophie. On peut faire 10 ans dans un métier et ne pas avoir appris grand-chose. Par contre, on peut avoir fait 3 ans et avoir appris comme si on avait appris 10 ou 15 ans de métier. Donc ça dépend. Et il faut savoir que tous mes recrutements sont faits avec du feeling. Et en général, je ne demande pas le CV de mes personnes. Alors, je demande juste les diplômes qu'ils ont eus et ensuite, c'est que de la discussion. Et d'ailleurs, mes recrutements se font en général autour d'un café ou au resto. Autour d'un podcast, du coup. Autour d'un podcast, peut-être qu'un jour. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute sera tenté par l'aventure. Avec grand plaisir. Et si tu avais un conseil, peut-être avant de passer à la partie questions qui ont été posées par les auditeurs, si tu avais un conseil à donner au John qui a 20 ans, qui est en école de commerce et qui veut être expert comptable, qu'est-ce que tu lui dirais? Aller sur la voie de l'expertise comptable, c'est le meilleur prétexte pour aller vers des sujets qui vous tiennent à cœur, votre passion. Et surtout, ne lâchez rien, c'est très dur. C'est très très dur comme parcours, mais c'est tellement gratifiant. Beaucoup de gens vont essayer de vous dissuader d'y aller, de votre famille, vos amis, parce que vous allez rater des moments de vie. Forcément, moi j'ai raté tous mes étés depuis des années, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et vous verrez que vous serez fiers de vous. Merci en tout cas pour ces beaux messages. Alors, on avait eu quelques questions qui ont été posées par les auditeurs. Donc bonjour, je suis impressionnée par votre parcours. Je voudrais savoir quels conseils donneriez-vous à un expert comptable stagiaire qui est actuellement généraliste, donc qui fait du juridique, de la fiscalité, de la comptabilité, un peu de social, au sujet de la prise en compte de la data dans ses missions, parce que c'est vrai que en fait, ça représente la majorité aujourd'hui des cabinets qui sont plutôt généralistes. Et comment prendre en compte la data, et peut-être aussi, le sujet, c'est peut-être aussi comment faire comprendre aux associés potentiellement de son cabinet que la data est aujourd'hui importante et qu'il faut aller sur ces sujets-là. Alors oui, et là je vais vous parler aussi par expérience. Alors déjà merci pour cette vision que vous avez de mon parcours. Alors moi, je ne pense pas qu'il est extraordinaire, mais plutôt réaliste par rapport à ce que j'avais envie de donner, mais peu importe. En tout cas merci. Le seul conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est communiquer avec le chef du bureau dans lequel vous travaillez ou de votre N+1, voire associé. Communiquer, trouver le bon langage, trouver le bon moment de lui parler. Par exemple, aujourd'hui, pour aller sur la donnée, peut-être que vous n'avez pas le terrain de jeu nécessaire au cabinet, mais peut-être que par la voie de la formation, vous pouvez commencer à mettre un pied dedans. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir des dispositifs qui financent pour les entreprises et les employés des parcours certifiants, même de formation classique. Si vous n'arrivez pas à atteindre en tout cas des terrains de jeu avec des sujets, des dossiers qui permettent de porter une réflexion sur les sujets donnés, allez vous former. Demandez à ce que l'accord de votre employeur pour vous former. De toute façon, c'est quasiment gratuit pour eux. Il y a des parcours FNE, il y a notamment le CPF pour l'aspect plutôt perso. Donc il y a des choses à faire pour vous former. Et faites émerger dans la tête de vos associés des idées de data. Ne leur imposez pas. Ils vont vous dire non, mais dites-leur qu'à un moment donné, vous êtes formé à ça. Vous voulez vous former à ça. Et que vous allez expérimenter sur un sujet, sur votre temps libre, par exemple, un travail, par exemple, de restitution de la donnée, sous des tableaux de bord, etc. Peut-être qu'en lui donnant un exemple de réalisation que vous avez faite, d'analyse que vous avez produite, ça va lui donner l'envie d'aller sur ce terrain de jeu et de vous écouter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme dans le commerce. Aujourd'hui, moi, j'applique une méthode qui s'appelle la méthode EDA, qui, en gros, c'est intéresser la personne en lui montrant ce que vous êtes capable de faire et ensuite de closer le deal en lui disant bah voilà, je veux presser pour toi pour aller sur ce terrain-là. Donc, n'hésitez pas à être des initiateurs dans vos cabinets parce qu'aujourd'hui, tous les cabinets de France sont submergés par le travail. Pas forcément le temps de réfléchir à ces actions-là, mais si ça vient de l'intérieur et que vous faites très bien votre travail qu'on vous donne, mais en plus vous avez des initiatives complètement décorrélées de votre temps de travail en entreprise, ça permettra de vous rendre visible vis-à-vis de votre employeur et peut-être qu'un jour il vous donnera la chance
de proposer vos services, vos compétences à un de ces clients. Donc, je sais que le milieu est très compliqué. Je sais que on n'est pas forcément facile quand on est expert comptable. On a forcément des réactions qui sont forcément faciles, mais qui sont justifiées parce qu'il faut savoir qu'un expert comptable il est aussi garant des travaux qu'il délivre. Et s'il ne maîtrise pas ce que ses équipes délivrent, c'est pas bon du tout parce qu'il engage sa responsabilité. Donc attention. Oui, c'est innovant, mais intéressez l'associé à aller sur ce terrain de jeu en vous formant vous et en lui montrant de quoi vous êtes capable. Et justement, je pense que ça peut donner lieu aussi à un sujet de mémoire sur la data, mais qui n'est pas centré peut-être sur l'aspect technique, mais peut-être plus centré sur tout ce qui est formation et comment tu formes, tu te formes toi, comment tu formes les équipes, comment tu convaincs, entre guillemets, l'expert comptable de passer à la data. De toute façon, ils vont être un peu obligés de le faire avec la facture électronique, mais justement, ça peut être un sujet de se dire la data d'un point de vue formation, en fait, comment on fait concrètement dans un cabinet qui actuellement n'en fait pas du tout pour développer justement des missions sur ces sujets-là. Effectivement, j'ai été approché, c'est intéressant ce que tu dis Julie, parce que j'ai été approché de l'entreprise que vous connaissez tous, peut-être, Francis Lefebvre d'Alloz, qui m'a demandé de plancher à un programme de formation qui parlait de ça. Comment intéresser les cabinets sur ces sujets-là, pas forcément sur la technique, parce que l'idée, c'est pas de donner de la technique, mais c'est surtout de donner les outils pour réfléchir comment aller sur ces nouveaux métiers, ces nouvelles prestations à forte valeur ajoutée, où finalement on a des beaux honoraires. Et finalement, la voie que j'ai pris dans ces formations que je donne, c'est plutôt de la gestion de projet. Encore une fois, c'est de la gestion de projet. Comment donner les outils au cabinet pour prester sur ces actions qui sont nouveaux pour eux, mais dont ils ne sont pas techniciens. Donc oui, il faut se former, aller voir la formation, elle est top de top, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai proposé, mais parce que vraiment on y a travaillé avec des équipes internes pédagogiques, on l'a vraiment retourné dans tous les sens pour voir quel était le sujet le plus adapté au milieu. Mais je pense que la voie de la sensibilisation, de la formation et de l'outillage des cabinets, à la fois management, outils informatiques, etc., va permettre aux experts comptables de se dire il y a un créneau, il y a un truc à faire. Et comment ça marche la formation? C'est une formation vidéo, c'est une formation présentielle? C'est du présentiel sur 2 jours de mémoire, c'est ce qu'on s'est fixé, qui va débuter à la rentrée, sur des moments, sur des dates. Je vous invite à aller sur le site ou sur ma page LinkedIn, je crois que je vous ai mis le lien. Voilà. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de formations sur comment aller sur ces sujets. Il y a encore quelques années, encore 2-3 ans, on était plutôt comment utiliser Power BI, comment utiliser des outils de data analyst. Mais c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'être de s'entourer finalement des acteurs, comme je le fais moi dans mon activité, qui vont faire pour vous les choses. Parce que c'est pas votre métier d'analyser les données. Votre métier, c'est de comprendre comment les analyser et de mettre en place des bonnes têtes, soit data analyst, soit d'autres profils, pour pouvoir vous aider à identifier des risques ou des anomalies dans la compta, dans la finance de vos clients. Alors si on passe sur une autre question, quelles opportunités de mission pourraient se présenter pour nous les experts comptables de demain et qui pourraient être à l'ordre du jour, donc potentiellement des missions qui ne sont pas proposées aujourd'hui, mais en fait le champ est tellement vaste. Typiquement, je vais vous parler d'une mission là, que je réalise en ce moment. On m'a appelé en tant qu'expert comptable, enfin pas expert comptable, mais plutôt expert gestion de projet, mais également avec une expertise comptable, juridique et fiscale, pour proposer à une PME un diagnostic, un cahier des charges qui lui permettra à terme de transformer la fonction finance à la fois en termes de management, en termes d'outils informatiques et en termes de restitution des données. Et donc, une des missions que je vois tout de suite et qui est facile à vendre, c'est un diagnostic et un livrable en forme de cahier des charges qui viendrait compléter ce diagnostic pour proposer des préconisations, en tout cas préconiser une structuration du flux comptable jusqu'à la restitution. Donc je pense qu'on a les compétences, on est expert comptable, on a les compétences comptables, on sait comment la donnée elle arrive dans nos systèmes, on sait quel est le début de cette donnée qui est finalement une pièce justificative ou une opération financière qui va se traduire en compta. Donc si on connaît tout le cheminement, on peut forcément analyser et préconiser au client le process
le plus simple, le plus efficace et le plus sûr pour remonter la donnée comptable. Donc aujourd'hui, je pense que, en tout cas, s'il y en a qui m'écoutent et qui veulent aller sur ce terrain-là, c'est faisable. Et le dirigeant de PME comprendra et vous prendra, vous, qu'un cabinet de conseil qui le fait peut-être sans avoir la casquette d'expert comptable. Tu as parlé des PME, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut même proposer ce genre de service aussi aux TPE, puisque avec l'arrivée de la facture électronique, forcément, ça va bouleverser leurs habitudes administratives. Donc en fait, c'est des missions qu'on peut proposer à court terme, auxquelles il faut réfléchir maintenant pour pouvoir être prêt quand la facture électronique deviendra obligatoire. Effectivement, dans quelques années, on va être contraint. Alors avec un échéancier plus ou moins en fonction de votre taille d'entreprise, de votre dimension, qui font qu'il va falloir qu'on s'adapte à ces nouveaux paradigmes. Aujourd'hui, on le voit déjà pour toutes les sociétés qui prestent avec le secteur public. Ils ont Chorus Pro, fameuse portail où on va déposer des factures pour se faire payer. Ça va être pareil dans quelques temps, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, mais il faut s'y préparer. On a déjà un peu les grandes lignes sur lesquelles on doit se préparer, notamment la traçabilité de la donnée, le PDF un peu enrichi et compagnie. Et donc effectivement, l'expert comptable, lui, va avoir besoin, pour ses clients, et que ce soit des fournisseurs ou des clients, comprendre les rudiments, en maîtriser les cadres juridiques également, ou même techniques, pour pouvoir piloter des projets en ce sens chez les clients, en tout cas les conseiller ou les amener vers des acteurs qui seraient capables de les accompagner. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en main ce sujet. Aujourd'hui, alors, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de sensibilisation, il y a même eu des initiatives pour former les experts comptables et pour participer à un programme qui s'appelle de mémoire Business Story Facture électronique, qui permettra à l'expert comptable qui sera référencé dans la base, qui aura passé une formation avec l'ordre, de proposer son service et d'être un des référents sur la matière facture électronique pour les clients, que ce soit le petit boulanger de quartier jusqu'à la grande PME en Auvergne. Et on parle beaucoup de la data, mais est-ce qu'il y a des compétences que doit maîtriser un expert comptable? Est-ce que pour toi, un expert comptable doit forcément maîtriser la data un minimum? Et si oui, sur quel sujet? Si on réfléchit, la compta, qu'est-ce que c'est? C'est des chiffres qu'on met dans des cases. Et qu'est-ce que c'est les chiffres? Ça se traduit par de l'informatique en langage pas binaire, parce que ça serait trop rentrer dans le détail, mais ça serait, c'est de la donnée qu'on intègre dans des cases. Et l'homme va vérifier que les données rentrent dans des bonnes cases. Donc je pense que oui, moi c'est logique de m'intéresser à la data, parce que finalement quand on est un expert comptable, on traite de la donnée, qu'elle soit financière, alphabétique, avec alphanumérique, avec des adresses, des pourcentages, etc. Donc oui, pour moi c'est naturel de s'intéresser à ça, et je pense qu'à un moment donné, on va avoir dans nos équipes des data analystes qui vont traiter la donnée, parce qu'aujourd'hui on est, et moi je me rends compte, sur les activités de nos clients qui traitent une volumétrie assez importante de données de plus en plus, qu'on soit sur une petite start-up qui fait de la vente par internet ou autre, ou sur la TPE qui a des bons de commande dans tous les sens avec divers fournisseurs ou divers clients. Bref, on va collecter de plus en plus de données. On a de plus en plus d'outils qui sont greffés à des systèmes informatiques de gestion. On a ces fameux CRM qui arrivent de plus en plus et qu'on implémente de plus en plus dans les cabinets d'exercice comptable et chez nos clients. Donc on va être forcément obligé d'aller chercher des compétences data analyst pour pouvoir enrichir et continuer à délivrer une qualité de travaux quand on est expert comptable. Et est-ce que tu penses que quand on sort du cursus comptable, DCG, Master CA, est-ce qu'on peut devenir data analyst? Est-ce que ce serait des profils que toi tu rechercherais, ou est-ce que ce serait plutôt des profils 100% data? Aujourd'hui, non, moi ce que j'aimerais et ce que je rêverais d'avoir dans mes équipes, c'est quelqu'un avec la double casquette. Aujourd'hui, je ne trouve pas des gens, en tout cas sur le papier ils le disent, mais quand on les a au cabinet, ça ne le fait pas, parce que finalement, je pense qu'ils ont des lacunes sur l'aspect data, mais qu'ils ne le disent pas, donc c'est compliqué. Moi j'aime bien les gens honnêtes et transparents, pour pouvoir les faire monter en compétences quand ils sont chez moi, mais voilà, l'idée c'est effectivement moi ce que je recherche, et je pense que le métier va rechercher ça, c'est des gens à double casquette. Des gens qui ont une forte appétence pour l'analyse des données et qui ont un background comptable, financier et juridique pour pouvoir comprendre ce que la donnée fait, pour pouvoir mieux orienter la donnée, pour pouvoir mieux paramétrer les systèmes. Voilà, tout simplement.
et derrière faire de l'analyse et apporter de la valeur au client. Comment peut-on accompagner son client TPE dès aujourd'hui dans la mise en place de la facture électronique ? Quelle est la stratégie à adopter ? Que pensez-vous du dispositif Business Story ? Je crois que tu en as parlé. Comment on fait concrètement pour accompagner une TPE dans la mise en place de la facture électronique, sachant que aujourd'hui, c'est pas obligatoire, c'est pas l'ordre du jour. Il faut faire comprendre aussi aux dirigeants que c'est maintenant que ça se joue et pas au dernier moment. Comment on procède ? Alors déjà, comment on procède ? Moi, comment je procède déjà à titre perso ? Je ne sais pas comment les autres font, mais je fais un diagnostic de l'existant. À la fois déjà en termes d'informatique, outils. Est-ce qu'ils ont les bons outils pour ? Ou est-ce qu'ils ont les bons outils capables d'être enchéris, d'être avec un module supplémentaire dédié à la facture électronique ? Et est-ce qu'ils ont des humains derrière qui sont sensibilisés à ça ? Voilà, tout simplement, c'est les deux gros sujets, l'humain et l'informatique, que j'analyse quand je suis en relation avec une TPE qui me demande de l'assister dans la mise en place de la facture électronique. Voilà. Donc c'est l'idée, c'est ça, c'est d'identifier les lacunes pour préconiser soit une organisation cible, typiquement d'arrêter le papier. Il y a encore beaucoup de TPE qui travaillent en papier avec des classeurs. Et beaucoup de cabinets, mais ça il ne faut pas le dire. C'est ça, c'est aussi déjà de comprendre déjà les fondements, pourquoi ils sont restés sur du papier. Et parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de monter sur des sujets informatiques, parce qu'ils n'ont pas d'accompagnateur. Les éditeurs de logiciels vous délivrent un outil, mais ils ne vont pas vous former, ou sinon il faut passer à la moulinette chéquier pour payer des formations qui coûtent très cher. Donc, il faut être accompagné. Je pense que les experts comptables doivent être accompagnés pour pouvoir prester auprès de leurs clients cet accompagnement également. Et donc oui, si on revient au sujet des PME ou des TPE qu'il faut accompagner, il faut surtout identifier les lacunes et les freins à la mise en place du process qui leur permettra à terme de répondre à ces exigences réglementaires. Et est-ce que, quand on se spécialise dans la compta bancaire, est-ce qu'il existe des formations ou est-ce que c'est plus par l'expérience que ça vient ? Alors, j'ai pu comprendre que oui, il y avait des formations, mais c'était plutôt sur le secteur bancaire en général. Moi, personnellement, j'ai appris sur le tas. On m'a fait confiance, en tout cas, les équipes du cabinet dans lequel j'avais commencé à travailler avaient fait confiance pour m'apprendre les rudiments. On avait des formations intercabinets, on avait des spécialistes du secteur qui venaient nous aider. Donc moi j'ai beaucoup appris en cabinet et plus qu'à l'école. Même si à l'école on avait la compta bancaire à un moment donné dans un parcours avec M. Devrugien, qui est une personne qui est très reconnue dans le secteur, mais c'était pas suffisant. Dernière question, mais pas des moindres. Tu avais plutôt une vision entrepreneuriale, du coup, assez jeune. Quel a été ton ressenti sur l'expérience en cabinet, sachant qu'on est salarié, qu'on n'a peut-être pas tout le temps autant de liberté qu'on voudrait avoir ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien vécu ou pas ? Est-ce que tu t'es senti frustré ? Très, 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 très bonne question. Alors, je ne devrais pas le dire, mais quand j'étais salarié, j'étais comme un lion en cage. J'avais besoin d'entreprendre, j'avais besoin d'avancer, d'avoir des initiatives et on ne me laissait pas forcément le temps de le faire et parfois on me mettait même des contraintes pour le faire. On m'engueulait souvent pour me dire « John, non, ne fais pas ça, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, ça ne rentre pas dans ta fiche de poste. » Donc ça m'a frustré. Mais de ces frustrations, finalement, j'ai eu des idées et effectivement, quand j'étais employé, même au démarrage, j'avais toujours mon petit bloc-notes en me disant « Voilà, ça serait intéressant de le mettre en place un jour. » Et je prenais des notes qui m'ont permis aujourd'hui de soit construire mon site internet, soit d'aller chercher des acteurs qui m'intéressaient, soit de proposer des services que j'avais pu identifier comme à fort potentiel à l'époque. Donc oui, c'est frustrant, mais de la frustration naissent les bonnes idées, je pense. Super, merci beaucoup John. Je pense qu'on a fait le tour. Merci pour ton temps et pour cette interview qui était très intéressante et qui, je pense, pourra aider beaucoup de monde. Avec grand plaisir, et puis à bientôt, peut-être qu'on parlera informatique la prochaine fois, pur avec mes équipes informatiques. Merci à toi. Au revoir. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on quitte Paris pour aller rendre visite à nos amis normands.
c'est Manon qui ouvre le bal, jeune diplômée du DEC. Elle souhaite créer son cabinet dans lequel la répartition de la valeur ajoutée serait plus juste. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h